L'inconnu. Guthrie, tu devrais aller te présenter à Winthrop Arms. Le grand Winthrop Arms, le grand producteur, tu parles. Pourquoi pas le roi d'Angleterre pendant que tu y es? Qui ne tente rien à rien. Guthrie se décide à se présenter au bureau de Winthrop Arms. Il est aimablement reçu par le secrétaire qui lui annonce cependant « Monsieur Arms est absent. C'est son assistant, Monsieur Platt, qui va vous recevoir. » Mais Guthrie a à peine le temps de se présenter. Monsieur Platt lui annonce froidement et immédiatement « Je suis désolé, je n'ai rien pour vous. Au revoir, monsieur. » Et il tend une main glacée et glaciale au pauvre comédien qui se lève sans trop savoir où il est. En reprenant le chapeau qu'il a posé par terre, Guthrie heurte quelque chose sur le bureau de Monsieur Platt. C'est un magnifique encrier qui se renverse sur les documents qui sont là. Éperdu d'horreur, Guthrie essaye de réparer les dégâts. Il saisit le tampon buvard et s'affaire. Mais Monsieur Platt l'interrompt brutalement. « Sortez d'ici! Sortez immédiatement, vous m'entendez ?» Guthrie se retrouve au dehors, sous la neige new-yorkaise, la tête vide. « J'aurais dû lui dire... Mais quel imbécile je suis! Je n'ai même pas pensé à lui dire que... » Pas de doute possible, Guthrie vient de rater la chance de sa vie. Il se sent empli de honte et de rage. Pour le coup, il lancerait bien un pavé dans la vitre toute proche de l'agence Winthrop Arms. Guthrie entre alors dans le premier hôtel et dans le salon saisit une feuille de papier à lettres mise à disposition des clients. Et là, par écrit, il déverse sa bile. Il a des arguments cinglants contre l'agence Winthrop Arms. Il accuse celle-ci de préférer les acteurs britanniques aux Américains. Puis, il expose sans modestie toutes ses propres qualités d'acteur, qualités qui auraient dû intéresser M. Winthrop Arms. Et enfin, emporté par son élan, il se lance dans une critique féroce du théâtre américain, de ses scléroses et de toutes les réformes qu'il serait bon d'y apporter. Une fois la lettre écrite, Guthrie se sent mieux. Il la met dans une enveloppe, ferme celle-ci, la met dans sa poche, puis il rentre chez lui. Il n'a pas faim et se couche aussitôt après avoir jeté la lettre dans la valise qui contient tout ce qu'il possède. Le lendemain, Guthrie n'a plus qu'une chose à faire, essayer encore de trouver un agent théâtral qui ait un petit rôle, une panouille, comme on dit, à lui proposer. La course au cachet à New York en 1913 est tout à fait comparable à celle que nous connaissons aujourd'hui. Les intermittents du spectacle qui doivent survivre entre deux rôles. Quelques semaines plus tard, Guthrie rentre chez lui, une fois de plus bredouille, découragé. Il est décidé. « Bon, j'abandonne le théâtre. Je n'y arriverai jamais. Je vais essayer de trouver un boulot de garçon d'ascenseur ou de coursier, n'importe quoi. » Il se met au lit, mais quelques minutes plus tard, on frappe à sa porte. Qui cela peut-il bien être? « Vous êtes là? C'est moi, Madame Faman, la propriétaire. » Guthrie hésite à répondre. Il a 15 jours de retard pour le loyer. C'est bien le moment de venir lui les réclamer. Mais Madame Faman insiste. « Je sais que vous êtes là. Ouvrez-moi, c'est important. » Guthrie enfile son pantalon par-dessus sa chemise de nuit et il entr'ouvre la porte. La propriétaire lui réclame. « Voulez-vous descendre? Le guéridon vous réclame. » Guthrie met un moment avant de comprendre. Madame Faman, la propriétaire, est une fervente spirite. À l'époque, c'est une mode qui fait fureur en Amérique. Elle interroge presque tous les jours les esprits de l'au-delà qui lui répondent, selon leur humeur, par l'intermédiaire d'un vieux guéridon. Prenez un crayon et un papier. Une fois chez Madame Faman,
Guthrie la voit qui pose les mains sur le vieux guéridon à 3 pieds. Il attend, et au bout de quelques instants, sans aucun doute, le guéridon se soulève. Bientôt, il ne reste qu'un seul des 3 pieds qui soit encore en contact avec le sol. Madame Faman dit dans un murmure « Récitez les lettres de l'alphabet !» Guthrie commence. A, B, C, D. Quand il arrive à la lettre E, le guéridon retombe lourdement sur le sol. Puis, il se relève. Les mains de Madame Faman l'effleurent doucement. Après le E, c'est le N qui provoque un coup de guéridon. La méthode est un peu longue, mais Guthrie finit par aligner toute une série de lettres. Il ne comprend pas tout de suite, mais si on découpe correctement la série, on obtient une phrase très claire. Envoyez la lettre que vous avez écrite. Tout votre avenir en dépend. La lettre ? Quelle lettre ? Ah ! La lettre que j'ai écrite pour Winthrop Arms. Aussitôt, en pleine nuit, Guthrie court poster la lettre. Il n'a qu'à coller un timbre sur l'enveloppe. 3 jours plus tard, Guthrie a la surprise de recevoir une réponse de l'agence Arms. Winthrop Arms lui-même l'invite à lui rendre visite. Hélas, une fois à destination, une déception l'attend. La secrétaire lui annonce « Monsieur Arms est souffrant. Il est resté chez lui. Revenez demain, s'il vous plaît. » Le lendemain, nouvelle déception. L'état de santé de Winthrop Arms ne s'est pas amélioré. Il est toujours absent. Et de même le lendemain. Est-ce qu'on se payerait sa tête ? Enfin, le 4e jour, la secrétaire annonce « Monsieur Winthrop Arms a beaucoup aimé votre lettre. Il n'est pas en état de vous recevoir, mais il vous propose le poste d'assistant metteur en scène pour la nouvelle pièce qu'il va monter. Avec un salaire de 25 $ par semaine, si cela vous convient évidemment. » Comment 25 $ par semaine pourrait-il ne pas convenir à Guthrie ? Avec ça, il est sauvé. D'autant que, pour travailler avec le grand Winthrop Arms, il aurait renoncé à tout salaire s'il avait fallu. Le seul problème, c'est qu'en acceptant cet emploi, Guthrie va se retrouver sous les ordres de M. Platt, dont il a renversé l'encrier quelques jours plus tôt. Mais les dieux du théâtre veillent sur Guthrie. M. Platt a retrouvé son calme. Quant à Winthrop Arms, il faudra attendre 8 mois avant que Guthrie le rencontre enfin. Et, à l'occasion de cette entrevue, Guthrie se voit proposer le poste d'assistant personnel du grand homme et la responsabilité d'une mise en scène. 14 mois après avoir renversé l'encrier, Guthrie s'assied derrière le bureau qu'il a lui-même taché d'encre. L'année suivante, on lui propose un contrat à l'année, et non plus à la pièce. 10 ans plus tard, Guthrie se voit proposer un nouvel accord par Winthrop Arms. Il est temps que vous voliez de vos propres ailes. Si vous voulez, je peux vous aider financièrement à monter votre propre maison de production. À condition bien sûr qu'il y ait une pièce que vous ayez envie de jouer personnellement. Oh oui, je suis tenté. J'aimerais monter la route de Douvres. Et la route de Douvres devient le premier brillant succès de Guthrie. Le guéridon avait donc eu raison de l'inciter à expédier la lettre écrite dans un moment de rage et de frustration. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Guthrie, occupé par sa toute nouvelle carrière, continuellement en voyage, n'oublie pas Madame Faman, la propriétaire médium. Il lui rend parfois visite, lui fait parvenir des places de théâtre. Un jour, la presse annonce un nouveau projet. Monter Jézabel avec en vedette la grande, l'irrésistible Tallulah Bankhead.
Madame Faman se manifeste par une petite lettre. Renoncez à Jézabel. Miss Banquet ne jouera jamais votre pièce. Guthrie se dit « Elle est bien gentille, Madame Faman, mais là, elle exagère un peu. » 2 jours plus tard, Tallulah Banquet tombe malade. Impossible pour elle de jouer le rôle principal de Jézabel. Guthrie ne veut pas renoncer. Aussitôt, il engage une autre grande vedette de Broadway, Miriam Hopkins. C'est le four le plus noir de toute sa jeune carrière. Madame Faman avait raison. Quand Guthrie veut la contacter pour la remercier, elle est introuvable. Elle est partie sans laisser d'adresse. Mais Guthrie a du talent. Un échec ne peut pas l'abattre. Cela ne suffit pas à briser sa carrière. Il continue de monter des spectacles et à connaître le succès. Il épouse Kitty, une grande comédienne qui triomphe à Broadway. Le couple est heureux. Un jour, on apporte une nouvelle pièce à Guthrie, Les Barrettes de Wimpole Street. Cette pièce, tirée du roman de l'anglais Rudolphe Béziers, a été proposée à 27 producteurs, qui l'ont toutes refusée comme un seul homme. Kitty lit Les Barrettes et trouve cela excellent. Tu devrais monter cette pièce et je pourrais jouer le rôle principal. Le projet prend corps, non sans difficulté. Kitty n'est pas tout à fait le personnage, mais elle est séduite par l'idée de travailler dans la même production que son époux. Cependant, les choses tournent mal. Les répétitions sont l'occasion de nombreuses frictions entre les comédiens principaux. Guthrie tombe malade et doit rester 8 jours au lit. Quand il réapparaît au théâtre, Kitty est découragée. « Je renonce, chérie. Trouve quelqu'un d'autre. » Guthrie est lui aussi à bout de nerfs. « Kitty, si tu abandonnes, tout tombe à l'eau. Ce sont nos 2 noms sur la même affiche qui attireront le public. » C'est à ce moment-là que la secrétaire de Guthrie intervient. « Monsieur, une dame vous demande au téléphone. Elle dit que c'est une amie et que c'est très important. »« Une amie ? Quelle amie ? Elle tombe bien celle-là. Qu'est-ce qu'elle me veut ?» Au bout du fil, la voix féminine lui dit sans même avoir la politesse de se présenter « Guthrie, le projet que vous avez en cours est très important. Ne lâchez pas. Ce sera le plus grand succès de votre carrière. » Madame Faman, mais comment avez-vous eu mon numéro personnel ? Elle a raccroché. Guthrie reste un moment, songeur, au téléphone, et il lance. « Allez, au travail. On est dans les Barrettes, on va jouer les Barrettes. » Les Barrettes de Wimpole Street sont donc montées, avec Kitty dans le rôle principal. Et c'est un énorme succès. La troupe, après Broadway, parcourt les États-Unis dans tous les sens. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Barrettes sont jouées en France, en Italie, en Hollande, pour les troupes américaines. La tournée prévue pour 8 semaines se prolonge 8 mois. Guthrie Mannlicher connaît le plus grand triomphe de sa carrière avec Kitty, son épouse, plus connue sous le nom de Catherine Cornell, l'équivalent américain de notre grande Edwige Feuillère. Mais Madame Faman ne s'est plus jamais manifestée.